Dans cette nouvelle vidéo de ma formation gratuite dédiée à la création d'un jeu en 2D sur Unreal Engine, nous allons utiliser les Paper Flipbook que nous avons créés dans l'épisode précédent pour habiller notre personnage, notre BP Scientist, qui va jouer des animations en fonction de son état courant. C'est-à-dire qu'on va créer en fait une machine à état qui va permettre de définir quel Paper Flipbook jouer en fonction de ce que le personnage est en train de faire. Allez, c'est parti. Yorana les Happy Tiki, ici Evans, j'espère que vous allez bien. Et donc pour commencer, on va ouvrir notre BP Scientist. Alors, dans le BP Scientist, je vais venir dans le Viewport et on va vouloir supprimer notre cube parce qu'on n'en a plus besoin. Donc le cube, c'est joli, mais on va passer plutôt par des sprites parce que ça rend mieux. Et donc ici, dans Source Flipbook, donc je vais sélectionner le sprite ici et je vais venir dans Source Flipbook et je vais choisir le PFB_idle. Donc là, ce sont les Paper Flipbook que nous avons fait précédemment. Ici, en fait, le scale, il est mis à 5 parce que je vous avais montré quelque chose dans l'épisode précédent. On va mettre ça plutôt à 3,5. Donc le scale du sprite. Ici, en fait, maintenant, on a besoin de positionner le sprite correctement en fonction de la capsule et on a même besoin de redimensionner la capsule en fonction de la taille du sprite. Donc, on va faire ça en premier. Je sélectionne le capsule component ici. Ensuite, dans le capsule half height, je vais mettre ça à 42. La réponse de l'univers. Et là, on a besoin de caler le sprite du personnage de manière à ce qu'il soit aligné avec le bas de la capsule. On a deux solutions. Soit ici, je me mets en mode je crois que c'est right, voilà. Ici, on a le Paper Flipbook qui est joué. On peut le déplacer grâce au déplacement en détail ici, je ne sais plus comment on appelle ça. Lorsqu'on retire le snapping ici, on peut déplacer ça de manière plus correcte. Ici, je vais mettre en lit. Et donc là, on a bien le personnage qui est placé correctement. Mais si on veut avoir, si vous êtes un malade ou une malade de la précision comme moi, on peut modifier ça assez facilement. On sait ici que le capsule component, le half height, il est de 42, c'est-à-dire que la taille de la moitié de la capsule, elle est de 42. Donc logiquement, si le bas du sprite, donc ses pieds, représente le bas de la capsule, ici, on a juste à mettre dans les Z, moins 42. Comme ça, au moins, il est correctement aligné. Et on va même aller un petit peu plus loin, parce que dans le jeu, si je place le perso dans le monde comme ça, vous allez voir que ses pieds, ils sont pas complètement posés au sol. Donc là, je vais mettre un petit gap, donc moins 44, comme ça, au moins, il va légèrement aller en dessous de la capsule, et au moins, ses pieds vont être vraiment posés au sol, on n'aura pas cette impression de flottement de notre personnage. Donc ça, c'est bon, et on va passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? En fait, ici, si jamais je lance l'exécution de mon jeu, pour voir que si je vais à droite, ça va, le personnage il est bien orienté. Si par contre je vais à gauche, on aimerait bien que le personnage pivote, quoi, qu'il se tourne et qu'il fasse face à la direction dans laquelle il est en train de marcher. Donc pour corriger ça, on a plusieurs méthodes. Soit on oriente l'acteur, ou soit on utilise une méthode que je vais utiliser, que je trouve plus simple et plus adaptée à Paper2D, c'est-à-dire faire pivoter le sprite, donc celui-là, en fonction des déplacements. Donc soit il va être comme ça, donc à 0 s'il va à droite, ici en Z, soit il va être à 180, s'il va à gauche, et dans ce cas-là, il va faire face à l'autre direction. Donc, on va changer ça dynamiquement, donc 0 pour aller à droite et 180 pour aller à gauche. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir dans l'Event Graph, ici, et là, on a cette partie-là, on va faire appel à l'Event Tick. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Event Tick, en gros, c'est un événement qui est lancé à chaque frame. Donc à chaque frame, la logique qui va suivre ici sera appelée et on va mettre à jour ce qui se passe. Donc là, comment est-ce qu'on va faire ça? On a besoin de savoir si le personnage va à droite ou à gauche. Je vais taper une logique et je vais vous expliquer tout de suite après le fonctionnement de cette logique-là. Donc je vais faire un get velocity. Ensuite, je vais faire un get actor forward vector. Ensuite, je vais faire un dot. Voilà. Et là, je vais faire un compare float. Alors, en gros, qu'est-ce que je vais faire? Ici, on a le getVelocity qui représente en fait la vélocité du personnage. C'est-à-dire que le getVelocity va être un vecteur qui aura une longueur qui est égale à la vitesse du personnage et une direction qui est égale à la direction dans laquelle il est en train d'aller. Donc le getVelocity va pointer à droite, le velocity va pointer à droite si jamais je vais à droite et à gauche si je vais à gauche. Donc là ici c'est inversé, donc à droite et à gauche. Ensuite ici le getActorForwardVector, pour rappel, le forward vector c'est cette petite flèche bleue là. Donc ici, le forward vector, dans notre cas, il pointe vers la droite du personnage. Et donc là, si je prends le dot product, en fait, c'est le produit scalaire. Qu'est-ce qu'il me renvoie, le produit scalaire? Il me renvoie, en fait, si ces deux vecteurs sont en train de regarder dans la même direction, pour le faire simple. En gros, ce truc-là va envoyer un
si le velocity et l'actor forward pointent dans la même direction, donc si le personnage se déplace dans la direction du forward vector, donc ici, la direction à droite, et ça va envoyer -1 si jamais il va dans la direction opposée, donc à gauche. Si jamais le personnage reste en place, ce produit scalaire va envoyer 0. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va mettre ça ici dans le compare float. On va faire input ici et compare with 0. En gros, ça va prendre cette valeur-là, on va la comparer à 0. Si c'est supérieur à 0, on passe par là. Si c'est inférieur à 0, on passe par là. Et si c'est égal à 0, on passe par là. Donc là, je vais prendre le sprite, je vais mettre ça là. Je vais faire un set relative rotation. Je vais brancher ça ici. Je vais dupliquer ça, donc CTRL W. Je vais mettre ça là. Je ne vais pas oublier de brancher le sprite ici. Et ensuite, là, je vais mettre des valeurs. Donc ici, si ça envoie 1, pour rappel, on est en train d'aller à droite. Donc ici, on veut aller à droite, on veut regarder à droite. Et quelle rotation est-ce qu'on va mettre si on veut regarder à droite? On va mettre cette rotation-là qui est égale à 0 partout. Donc là, pas de souci, on laisse tel quel. Si par contre, on envoie une valeur négative, on va à gauche, et donc dans ce cas-là, on veut envoyer de l'autre côté, et la valeur qui envoie de l'autre côté, c'est 180 en Z. Donc on met 180 en Z ici. Qu'est-ce qui se passe si jamais on ne bouge pas, si ça envoie 0? On va passer par là. Pourquoi est-ce que je vais laisser tel quel? C'est simple, bon, en gros, ça paraît logique finalement, parce que si jamais au frame précédent, on allait vers la gauche et qu'on arrête de bouger au frame courant, ben dans ce cas-là, on veut toujours faire face à la partie gauche. C'est pour ça que si jamais on est à 0, on ne change rien du tout. On garde l'orientation que le sprite avait juste avant. Donc là, l'eventic, je branche ça ici, et on a juste ça à faire. Donc là, je compile, je sauvegarde, et si je lance, le perso va à droite, et il s'oriente aussi si jamais je vais à gauche. Donc là, maintenant qu'on a tout ça, on va créer une machine à état qui va nous permettre de définir quelle animation jouer en fonction de l'état actuel du joueur. Donc une machine à état, c'est quoi? C'est une machine dans laquelle on va injecter plusieurs valeurs, comme par exemple, je suis en l'air, je me déplace, je suis en train d'attaquer. Et en fonction de l'interprétation de tous ces états-là, la machine à état va choisir une animation qui est la plus adaptée à ce qu'on est en train de faire. C'est un peu comme les animation blueprint et les state machines finalement. State machine, c'est la traduction anglaise de machine à état. Alors, donc pour commencer, on va passer par la programmation de l'animation de marche. Alors ici, on va faire un peu de place. Tac, je vais double-cliquer là. Hop, je vais emmener ça en haut et je vais faire un petit sequence. Comme ça, on va pouvoir coder notre machine à état tout de suite après l'orientation du sprite. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise l'eventic pour faire tout ça? Tout simplement parce que on a besoin d'évaluer le frame actuel du personnage à chaque frame. Donc c'est une méthode qui est recommandée par Epic Games, c'est ce qu'ils utilisent en tout cas, et je pense avoir trouvé, enfin j'ai trouvé je pense une meilleure méthode pour le faire, que je propose dans une formation payante que je suis en train d'enregistrer en parallèle de cette formation, et dans laquelle nous allons faire un jeu de dés beaucoup plus poussé que ce qui est présenté ici. Donc là, ici, je vais taper une petite logique. Donc, j'appuie sur la touche B et je clique pour mettre un branch. Je branche ça là. Ensuite, je vais faire un get current acceleration pour récupérer l'accélération courante du personnage. Ça va me prendre le caractère movement également. Et ici, je vais faire un vector length squared. Voilà. Et là, je vais faire un égal à 0. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout de suite ce que je viens de faire. Donc, en gros, là, on a ça. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de demander la valeur de l'accélération actuelle du personnage. L'accélération, en gros, ici, en fait, le current acceleration, ça va être comme une sorte de vélocité, en quelque sorte, comment je peux expliquer ça? En gros, si j'appuie sur la touche D, il va avoir une valeur qui pointe vers la droite, et la touche Q, il va avoir une valeur qui va vers la gauche. Pourquoi est-ce qu'on utilise le get current acceleration et pas le get velocity comme ici? C'est simple, en fait, le current acceleration, il sera toujours positif en fonction des inputs du clavier. Donc si j'appuie D et que je suis collé à un mur, je vais quand même avoir une accélération qui va vers la droite, alors que si je suis collé à un mur et que j'utilise le get velocity, donc la vélocité, la vitesse du personnage, étant donné qu'il est collé au mur, et ben en fait sa vélocité elle sera nulle. Donc ici ça va m'envoyer 0. Et c'est pas forcément ce que je veux dans mon cas, en tout cas je préfère que ce soit fait comme ça. Donc je veux que si jamais je suis collé à un mur et que j'appuie sur la touche et je suis en train d'avancer vers le mur, je veux quand même que le personnage joue l'animation de déplacement même si il est à l'arrêt à cause d'un mur.
Donc, le vector length squared, en gros, ça permet de récupérer la longueur du vecteur au carré. Pourquoi la longueur du vecteur au carré? En gros, ici, on aurait pu utiliser un vector length. Le vector length, la différence entre ça et ça, c'est que ici, en fait, on a une étape supplémentaire qui applique une sorte de racine carrée à la formule, en gros, qu'il y a derrière tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux faire une vidéo sur les mathématiques, si vous voulez, pour expliquer tout ça. Mais en gros, ce truc-là, il retire une étape de calcul à ça. Et en fait, ici, on utiliserait ça si on voulait l'accélération exacte. Nous, on veut juste savoir est-ce qu'il y a de l'accélération ou non. Cette valeur va être positive s'il y a de l'accélération ou négative, ou nulle, pardon, s'il n'y a pas du tout d'accélération. Donc ça, c'est simple. J'espère vraiment que vous allez comprendre ce que je vais dire. J'avoue que c'est un peu compliqué des fois. Je vais prendre le sprite, je vais venir mettre ça là. Et donc ici, si jamais l'accélération est nulle, c'est que le personnage est à l'arrêt. Donc là, on va jouer le idle. Et si jamais l'accélération n'est pas nulle, elle est donc soit supérieure ou inférieure à 0, donc s'il va vers l'arrière. Et dans ce cas-là, ici, on a bien une animation de marche qui va se jouer. Donc comment est-ce que je vais faire ça? J'ai pris le sprite ici et je vais faire un set flipbook. Le set flipbook, comme son nom l'indique, il va changer le flipbook courant du sprite. Donc je sélectionne ça, CTRL W pour dupliquer, et je branche le sprite dans le self, et ça, ici. Donc là, ici, on l'a dit, si jamais l'accélération est nulle, on joue le idle. Donc ici, on va prendre le PFB underscore idle. Et là, si l'accélération n'est pas nulle, on est donc en train de se déplacer. On va donc prendre le PFB underscore walk. Donc, est-ce que ça marche? Logiquement, oui. Je vais faire lancer l'exécution. Et donc là, on joue bien l'animation de marche si jamais on est en train de se déplacer et l'animation de idle si jamais on n'est pas en train de se déplacer. Alors, donc ça, c'est fait et maintenant, on va s'attaquer à l'animation, aux animations dédiées au crouch. Le fait de se baisser et de rester sur place et le fait de se baisser et de se déplacer en étant baissé. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais coder une petite logique ici. Donc ça, je vais mettre là, je vais mettre un commentaire que je vais appeler standing animations pour les animations debout. Ensuite, ici, je vais tirer un branch, voilà, hop, je vais mettre ça dans le false, et là je vais chercher un crouching. Crouching, is crouching. Alors, vous l'aurez deviné, le is crouching, il permet de savoir si le personnage est actuellement en train de se baisser ou non. S'il n'est pas en train de se baisser, dans ce cas-là, on veut jouer les animations où le personnage est debout, donc celles qu'on vient juste de faire. Si jamais il est en train de se baisser, on va jouer d'autres animations. Et ce qui est cool, c'est que les animations que nous avons dans le cas du crouch, ici, donc ici on a le crouch idle et le crouch walk, c'est la même chose finalement que le idle et le walk. Donc finalement, l'état qui différencie les deux, c'est l'accélération. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va prendre cette partie-là, on va faire CTRL W pour coller tout ça ici, hop, je vais brancher ça là, je vais mettre ça crouching animation pour les animations lorsqu'on est en train de se baisser. Et ici, le sprite, donc si jamais l'accélération est nulle, on est en PFB underscore crouch idle. Et si l'accélération n'est pas nulle, dans ce cas-là, on est en PFB underscore crouch walk. Donc là, c'est pas tout parce que justement, vous allez voir que si je compile et que je lance l'exécution, le perso il se baisse, il y a un petit défaut. Vous voyez peut-être pas ce qui se passe. Donc je vais ajouter la visibilité à la capsule. Donc si je sélectionne la capsule, je décoche Hidden in-game pour qu'on puisse voir la capsule en jeu. Donc là, la capsule, elle est dimensionnée comme ça. Si jamais je me baisse, déjà, de 1, elle n'est pas redimensionnée. Donc on voudrait pouvoir définir une nouvelle hauteur pour la capsule à chaque fois qu'on se baisse. Donc sinon, ça sert à rien de se baisser. Là, si la capsule elle a à peu près la même taille et qu'on se déplace pour aller sous un truc qui nous empêche d'avancer, bon, on aimerait que les collisions soient plus basses. Donc là, vous voyez que du coup, les animations fonctionnent. On a bien le idle crouch et le walk crouch, mais là, on va redimensionner la capsule. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller dans le character movement ici, et là, vous avez dans la partie General Settings, tout en haut, vous avez Crouched Half Height. En fait, ça, c'est le half height de la capsule, ici, qu'on a mis à 42, et c'est la valeur de ce truc-là lorsqu'on va appliquer le crouch. Donc, la valeur va être modifiée et on va mettre 40. Donc, entre 40 et 42, il n'y a pas beaucoup de différence. On va mettre une valeur de 35. 35, c'est la taille à peu près du sprite. Et donc là, si je lance l'exécution, vous pouvez voir que le perso, il se baisse bien. D'accord? Par contre, là, vous voyez un autre souci. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ici? C'est que, en fait, en gros, comme la position de notre personnage, elle est relative au bas de la capsule, étant donné qu'il y a le pivot, vous voyez, le pivot, il est ici, on a demandé
une position relative de moins 44, ce qui fait qu'en fait, lorsque la capsule est redimensionnée, on a toujours un offset de moins 44. Donc le souci, c'est qu'on a besoin d'ajuster ça à chaque fois qu'on va se baisser. Donc quand on va se baisser, on va ajuster. Dès qu'on se relève, on ramène à sa position de départ. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller tout simplement dans la logique du crouch qui se situe ici. Hop, donc c'est là la logique du crouch que nous avons codé dans un épisode précédent. Donc je vais éloigner ça un petit peu. Pour rappel, ici, le ease falling permet de vérifier si le perso est dans les airs et qu'on appuie le bouton crouch. Dans ce cas-là, on lance le dive. Ici, en fait, on va juste s'intéresser au crouch et uncrouch. Et c'est là qu'on va ajuster la hauteur du sprite en fonction de l'action en cours. Donc là, je vais faire un set relative location pour changer la position relative du sprite par rapport à la capsule. Ici, je vais faire CTRL-W pour dupliquer ça et je vais brancher le sprite ici. Alors, quelle valeur est-ce qu'on va mettre ici? Si on est en train de uncrouch, donc qu'on se redresse, qu'on se relève, on va remettre la valeur de base qui est de moins 44. Donc là, je vais mettre ça à moins 44. Ici, je vais cocher le téléport juste au cas où, ça permet de ne pas être perturbé par les collisions. Et ici, quelle valeur on va mettre? On va mettre en fait la valeur du crouched half height qu'il y a ici, qui est égal à 35, à laquelle on ajoute 2. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, la capsule a une hauteur de 42, à laquelle on a ajouté 2, donc moins 44, pour que le personnage ait les pieds enfoncés au sol. Donc là, ici, on fait pareil, on a 35, et donc on va mettre moins 35 plus 2, ça fait moins 35, moins 2, ça fait moins 37. D'accord? Donc là, je compile ça, je sauvegarde, et si je lance, on a donc bien la hauteur du sprite qui est ajustée en fonction de si le personnage se baisse ou non. Donc au final, ça paraît assez seamless, donc assez fluide en fait la transition, on ne voit pas vraiment parce que ça se fait vraiment de manière instantanée. Alors donc là, notre machine à état est bientôt terminée. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les dernières animations qui sont les animations aériennes. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va ajouter encore ici un autre branch et on va vérifier un truc, c'est is falling, qu'on a utilisé juste en haut, qui permet de définir si le personnage est dans les airs. Donc, si is falling est égal à false, donc s'il n'est pas dans les airs, dans ce cas-là, on va jouer la machine à état qu'on a codée plus tôt. Sinon, on va jouer les animations aériennes. Donc ça, je mets plutôt dans le false. Et là, comment est-ce qu'on va faire? Il nous reste un dernier truc à faire. Je vais faire un branch, je maintiens la touche B et je clique. Et je vais prendre le ease diving pour mettre ça ici. Parce qu'en fait, c'est en fonction du ease diving qu'on va savoir si on doit jouer l'animation de saut ou l'animation de dive. Donc là, je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre ce truc-là. Je vais faire un CTRL-C et je vais faire un CTRL-V. Je vais brancher ça là et ça là. Et donc, si jamais le personnage est en train de faire un dive, dans ce cas-là, on va jouer le PFB underscore dive. Et s'il n'est pas en train de dive, il est donc en train de sauter. Et on va jouer le PFB underscore jump. Donc là, je vais commenter tout ça. Air animations. Et en fait, une petite parenthèse avant de terminer tout ça, les machines à état, c'est relativement compliqué à mettre en place. Ici, c'est plutôt petit, mais faites bien attention si vous voulez implémenter votre propre machine à état par vous-même après ce tuto, parce que en fait, il y a un ordre vraiment à respecter. Ici, je teste bien si le personnage est dans les airs avant de tester les différentes animations de crouch et de idle, de walk normal. Pourquoi? Parce que ici, admettons que j'avais testé s'il fallait jouer une animation de marche avant de vérifier si le personnage est baissé, se baisse ou pas. Si j'avais testé, est-ce qu'il faut jouer une animation de marche? Dans ce cas-là, j'aurais dit, est-ce que le personnage se déplace? S'il se déplace, je joue une animation de marche. Ensuite, je teste, est-ce qu'il est en train de se baisser? Dans ce cas-là, je joue une animation de marche alors qu'il est baissé. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'animation de marche alors qu'il est baissé ne va jamais être jouée, vu que dans tous les cas, le personnage est en train de se déplacer. Vous voyez, ça a un ordre important. Je ne sais pas si c'est assez visible comme ça. En tout cas, moi, perso, cette méthode fonctionne bien pour des petits projets, mais pour des gros projets d'envergure, ça peut vite poser ses limites à force de faire tous ces tests-là, sachant que là, on a déjà fait deux duplications de code ici et ici. Et vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, mais je ne suis pas très, très fan de la duplication de code. Et encore une fois, dans la formation payante, j'en parle justement, une formation payante qui devrait sortir dans le courant de l'année 2021. Donc voilà, c'est tout pour le petit plug de la formation. Je compile, je sauvegarde et si je lance l'exécution, vous pouvez voir que cette fois-ci, on a bien toutes les animations de notre personnage qui sont jouées, y compris le saut et le dive. Donc dans le prochain épisode, nous allons créer le premier
objet interactible de notre jeu, à savoir le Power Button qui va permettre de détruire plusieurs blocs à la suite une fois qu'on dive sur lui. Donc cette vidéo va apparaître quelque part au-dessus de ma tête une fois qu'elle sera disponible sur ma chaîne. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, allez, nana. Fin animation. Fin animation, waouh. On va jouer une animation de marche. On va chercher un moyen pour le trouver. Pour trouver ce moyen.